Dans l'aide à domicile, vous savez que la confiance, c'était un peu le mot-clé de ce matin. Alors tous les intervenants que je salue et que je vous présenterai au fur et à mesure n'étaient pas forcément là ce matin, parce que vous avez des emplois du temps chargés qu'on comprend tout à fait. Mais c'est un mot qui est revenu abondamment. Peut-être plus que tout autre pays, la France se distingue par un potentiel de défiance très très fort. Je vais essayer de ne pas vous abreuver de citations parce que vous avez déjà eu le droit à plein de chiffres ce matin. Mais vous pouvez trouver sur Internet un livre en téléchargement gratuit, donc c'est plutôt sympa, de Yann Algan et Pierre Cahuc, deux grands économistes. Ça s'appelle La Société de défiance et vous aurez des chiffres sur la France, baromètre international, qui sont édifiants. Nous sommes le pays le plus défiant au monde vis-à-vis de nos élites, nos politiques, nos syndicats, nos patrons. Pour l'instant, nos assos résistent à peu près, donc c'est pas plus mal. Je crois aussi nos maires, MAI-RES, et nos... Non, ME, accent grave, RES, je crois qu'elles sont en chute un petit peu. C'est les pairs aujourd'hui, vous savez, qui remontent évidemment. Et puis les pairs PAIRS, qui sont encore les premiers du classement, puisque effectivement vous avez confiance dans vos proches. Ce qu'on a vu ce matin, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'entraide informelle et beaucoup de proches quand survient un accident ou quand des enfants naissent lourdement handicapés. Ça ne peut pas être la seule solution. Évidemment, on a besoin de pouvoirs publics et on a besoin de tout un écosystème, pour reprendre la formule du directeur de l'IME, qui vous accompagne. Christine Beauverger, vous êtes administratrice de l'APF, mais vous êtes aussi maman. Donc vous êtes concernée à double titre. Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer comme message sur cette question de la confiance ? Concernant la confiance, je pense que, il y a une phrase toute faite que je dis très souvent, c'est que pour confier, c'est-à-dire confier son enfant, qui est la chose la personne la plus chère, je pense que l'on est, pour confier, il faut faire confiance. Et à partir de là, voilà. Après, quand on a confiance, bien sûr, tout est plus facile, mais la confiance, on est déjà le peuple le plus inquiet sur tous les changements. Donc, quand il s'agit de son enfant, il est certain qu'on est encore plus vigilant. Et voilà. Et quelle serait la préconisation ? Alors, je ne sais pas si c'est de la maman par son expérience ou de l'APF pour essayer de fluidifier un peu les parcours. Moi, en ce qui concerne... bien sûr, je milite depuis des années à l'APF, et à l'APF, on a des revendications. Voilà. Alors, nos revendications qui sont... 4 grands points quand même. C'est tout d'abord avoir une PCH enfant digne de ce nom, qui prenne en charge les besoins spécifiques. Ensuite, avoir aussi des professionnels formés à ces besoins spécifiques enfants, comme que se passe-t-il quand la crèche ne prend pas l'enfant, que se passe-t-il quand l'école prend l'enfant à temps partiel, que se passe-t-il quand on a besoin d'une aide le soir pour les devoirs, que se passe-t-il quand on doit amener son enfant en consultation, ou bien quand notre enfant doit être accompagné pour prendre des transports, etc. Donc les besoins spécifiques, c'est tout ça. Hein. Ensuite, donc il faut avoir bien sûr, ça coule de source, des professionnels formés pour pouvoir que l'on confie en confiance justement, et laisser son enfant faire d'autres choses avec d'autres personnes. Ensuite, ça va être l'aide au répit, bien sûr, parce que là, je passe un petit peu au personnel aussi, c'est que pour le répit, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est un peu jeune parent, on culpabilise un peu de prendre du répit. Et après, quand on vieillit, on se rend compte que quand on prend du répit et que après le répit, on est beaucoup plus disponible, on s'occupe beaucoup mieux de son enfant, on a un peu lâché prise, et voilà. Et donc, je pense que ça aussi, cette aide au répit, c'est extrêmement important. Et le 4e point pour lequel on se bat à l'APF, c'est le problème, je ne sais pas si vous l'avez évoqué ce matin, parce que je n'ai pas pu arriver à l'heure, mais le problème du dédommagement
quand on est parent d'un enfant mineur, on peut être dédommagé, et quand on est parent d'un enfant majeur, on peut être salarié. Alors, bon, que l'on soit dédommagé ou salarié, si c'est qu'un problème de vocabulaire, ça ne pose pas de problème. Le problème actuel, c'est que quand on est dédommagé, c'est la moitié du SMIC, donc c'est la moitié du minimum que l'on peut obtenir quand on est salarié par son enfant. Hein. Voilà. Donc ça, c'est sur le plan, bien sûr, de l'APF, le plan militant, ce que l'on défend comme idée. Ensuite, il y avait la question de comment toucher les parents, par quel biais. Alors moi, il me semble que la MDPH, ça fait partie de ses missions quand même, il me semble, d'alerter, d'informer, d'accompagner les parents. C'est la première chose. La CDA aussi, enfin tout ce qui peut graviter autour des parents quand ils déposent un dossier. Ensuite, bien sûr, il y a les associations qui peuvent toucher les parents. On voit de plus en plus fleurir quand même des plateformes collaboratives, etc. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Là où on peut toucher les parents particulièrement, ce sont les CAMS. Et pourquoi pas, je me suis posé la question, les enseignants référents. Bon, alors vous allez me dire, c'est pas vraiment leur rôle, mais pourquoi pas, hein, la question reste posée. Ensuite, quand on est parent, là, je prends ma casquette de parent, quand on est parent, qu'est-ce qu'on attend, comment on peut faire confiance aux professionnels. Alors, quand on est parent, on est vraiment... je pense que quand on est parent d'un enfant ordinaire, on est déjà un peu casse-pied, etc. Mais quand on est parent d'un enfant handicapé, alors là, c'est exacerbé complètement. Et on veut à la fois, bien sûr, le meilleur, etc. Et on est toujours un petit peu sur le fil du rasoir parce qu'on est à la fois dans la demande, mais on ne veut pas que les personnes en face outrepassent leurs prérogatives. Donc on est dans la demande, mais pas trop. On est dans l'aide, mais pas trop. On est tout le temps sur ce fil du rasoir parce qu'on veut certaines choses et pas d'autres. On veut que ça soit toujours... tout au moins pour ma part, je sais que j'ai été très pénible sur ce plan-là. Donc, voilà, je pense qu'on veut bien que les gens interviennent, mais sans se sentir dépossédés, parce que on ne veut pas être dépossédé de sa parentalité, puisque c'est un enfant, les autres enfants, on les élève normalement, donc on veut élever notre enfant aussi le plus normalement possible. On ne veut pas être non plus dépossédé de notre environnement familial, de notre domicile, parce que, il faut bien voir que... Alors, à la fois, on a besoin des intervenants, mais de notre côté, on ne veut pas trop qu'ils viennent, voilà, c'est un peu... On est toujours, justement, dans cette diversité-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à protéger aussi notre intimité. Hein. On veut une écoute attentive et bienveillante. Et on veut aussi beaucoup de discrétion. Ce qu'on demande aux professionnels qui interviennent à domicile, c'est de la discrétion. Parce qu'on a toujours peur que ces gens-là interviennent dans notre vie familiale. Hein. On est toujours donc dans ce dilemme. On a besoin, mais pas trop. On veut, voilà. On veut donc des conseils, un accompagnement, mais on ne veut pas que cet accompagnement soit envahissant. On veut que les gens soient disponibles. On veut que les gens, comme je l'ai dit, aient une écoute attentive et bienveillante. Et on veut aussi de l'empathie, mais alors là, c'est pareil, de l'empathie, mais pas trop. On est toujours dans ce dilemme qui nous caractérise bien. Et puis, ce qu'il y a, c'est que quand on est jeune parent, on est vraiment... je sais pas, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps un peu révoltée. Hein, parce que le handicap vous tombe dessus, on n'est pas préparé. Donc,
on ne comprend pas l'injustice, on est révolté. Donc, on est parfois agressif. Bon, après, en vieillissant, on se calme un peu. Mais voilà, c'est vrai que je pense que ça doit être difficile aussi pour les gens qui viennent de l'extérieur et qui rentrent dans la famille, de sentir cette tension. Je pense que ce n'est pas toujours facile. Voilà. Merci à vous. C'est ce que j'ai à dire. Vous êtes venu spécialement de Marseille. Je soupçonne quand même Andéo d'être de favoriser certains lobbies régionaux, parce que les intervenants marseillais et montpelliérains sont très nombreux. Je me tourne évidemment vers mon voisin. Je vais vous demander de passer le micro à votre voisin et de vous présenter, monsieur le secrétaire général de la FNAP-CSF. Qu'est-ce que la FNAP-CSF ? Alors la FNAP-CSF, c'est la Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire, qui a été créée donc en 1954 et qui fête cette année son 60e anniversaire. Nous sommes l'une des 4 fédérations associatives de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. Et j'ai aperçu mon confrère Didier Duplan, directeur général adjoint d'une autre fédération d'aide à domicile qui est ADES à domicile, que je salue. Nous avons signé avec Andéo une convention de partenariat pour la promotion du label CAP Andéo auprès de nos adhérents, donc services à domicile, qui sont encore, il faut le dire aujourd'hui, peu nombreux à avoir demandé et obtenu le label, mais je salue quand même ici la présence de Madame Sophie Alexandre, directrice de l'association Services pour bien vivre à domicile, SBD à Rosny-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, mais aussi Madame Mésange, responsable de secteur à l'association Aide à domicile du Mans dans la Sarthe. Et j'ai aperçu d'autres adhérents dans la salle, ce qui est plutôt bon signe. Ça veut dire que très probablement, ils seront prochainement labellisés ou ils en feront la demande. En tout cas, je continue à les y encourager. Mon intervention va nous plonger brièvement dans la préhistoire de l'aide à domicile, pour en aboutir à la mise en œuvre effective d'un droit reconnu aux parents d'enfants et d'adolescents handicapés, mais qui n'est pas à ce jour mis en œuvre et qui nécessite donc notre mobilisation. L'aide à domicile a commencé avec ce que l'on appelait les travailleuses familiales. On peut situer l'apparition des travailleuses familiales aux alentours de 1865 dans la congrégation des Petites Sœurs de l'Assomption. Les travailleuses familiales intervenaient à domicile auprès des familles les plus pauvres, en éduquant les mères, en soignant les malades, en accomplissant les tâches ménagères pour établir un vrai dialogue et créer un climat de confiance entre elles et la famille. En 1920, c'est Madame Violet qui, en pleine période d'augmentation de la natalité en France après la guerre de 14-18, qui crée une association à but non lucratif qui a, selon ses statuts, pour objectif de seconder les mères courageuses qui assument la tâche d'élever une nombreuse famille en leur procurant l'aide effective de femmes dévouées, faisant avec elles ou à leur place, si leur santé les en empêche, toutes les besognes que comporte un ménage et les soins aux enfants. Cela sans distinction entre les classes sociales et dans le respect des consciences. Ces travailleuses familiales, à cette époque, intervenaient alors bénévolement dans les foyers au nom de l'entraide. Elles s'installaient au domicile de la famille où elles y dormaient et mangeaient, parfois pendant plusieurs semaines, pour seconder, voire remplacer la mère au foyer à l'occasion, par exemple, d'une naissance ou d'une maladie. Mais c'est surtout pendant et après la Seconde Guerre mondiale que cette profession commence à se structurer à l'initiative de mouvements familiaux comme la Confédération syndicale des familles, la CSF, qui donnera naissance aux associations de l'aide familiale populaire, qui s'organiseront par exemple en fédération nationale, la FNAP-CSF, donc en 1954. Le ministère de la Santé publique et de la Population crée en 1949 par décret le certificat de travailleuse familiale qui sanctionne une première formation professionnelle. Les caisses d'allocation familiale, quant à elles, s'intéressent alors de près aux travailleuses familiales. En effet, celles-ci arrivaient à pénétrer dans les foyers où la porte restait fermée aux assistantes sociales. Les travailleuses familiales, en s'insérant dans la vie quotidienne des familles, instaurent en effet au travers de l'accomplissement d'actes de la vie quotidienne un climat de confiance qui est propice à une intervention sociale en soutien de la fonction parentale.
La Caisse nationale d'allocation familiale décide alors de financer, dans le cadre de son action sociale extralégale, l'intervention des travailleuses familiales à domicile, qui est alors gratuite pour les familles qui y font appel. La profession évolue encore en 1974 par un nouveau décret qui en fait un travailleur social à part entière. La travailleuse familiale est un travailleur social qui assure à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille qu'elle aide ou qu'elle supplée, soit auprès de personnes âgées, infirmes, c'était le terme de l'époque, ou invalides. La travailleuse familiale doit avoir reçu une formation appropriée, sanctionnée par un certificat. La travailleuse familiale contribue à maintenir ou à établir l'équilibre dans les familles où elle intervient. Elle accomplit diverses tâches ménagères qui exigent la vie quotidienne et assure la surveillance des enfants. À l'occasion de ces tâches concrètes, elle exerce une action d'ordre social, préventif et éducatif. Enfin, en 1999, c'est un nouveau décret qui transforme la travailleuse familiale en technicien de l'intervention sociale et familiale. Ce sont les TISF. Désormais titulaire d'un diplôme d'État de niveau 4, qui sanctionne 950 heures de formation théorique initiale et 8 mois de formation pratique acquise au cours de 3 stages en établissement et services, les TISF sont des travailleurs sociaux et en même temps des professionnels de l'aide à domicile. Les TISF, mais aussi les AVS, auxiliaires de vie sociale, interviennent au sein de ce que nous appelons les services familles. Ces services sont bien évidemment dans le périmètre de la branche de l'aide à domicile. Pour autant, ces services sont peu connus car leur volume d'activité est faible en comparaison de celui des services aux personnes âgées depuis la création de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, ou des services aux personnes en situation de handicap suite à la création de la prestation de compensation du handicap. On estime aujourd'hui l'activité des services familles à environ 4% de l'activité totale de la branche de l'aide à domicile. Les services familles sont financés par les CAF, les caisses d'allocation familiale, mais aussi par les conseils généraux dans le cadre de l'action sociale à l'enfance ou de la protection maternelle et infantile. L'objet de mon intervention porte sur le financement des services de TISF par les CAF. Tout d'abord, parce que pour être financés par les CAF, les services familles doivent être conventionnés, et lorsque l'on parle de financement du service par les CAF, cela signifie en réalité que les familles ont droit à une intervention donnant lieu à une faible participation financière. L'intervention des TISF est donc pour les familles subventionnée. Le financement et les modalités de conventionnement des services familles sont définis par des circulaires de la Caisse nationale qui fixent notamment les critères qui vont permettre aux familles de bénéficier à domicile ou à partir du domicile de l'intervention de ces TISF. Jusqu'en 2007, le handicap était l'un de ces critères reconnus d'intervention. En 2007, ce critère a disparu de la circulaire de la Caisse nationale. On a alors, en quelque sorte, privé les familles confrontées à la question du handicap, que ce soit les parents eux-mêmes ou leurs enfants, de la prise en charge financière pour l'intervention des services de TISF. Grâce à l'action de la FNAP-CSF et des autres fédérations d'aide à domicile, dont ADESA Domicile, les familles confrontées au handicap vont pouvoir bénéficier à nouveau de ce droit à une prise en charge financière pour l'intervention de professionnels à domicile venant en soutien de la fonction parentale. En effet, la Caisse nationale, qui est donc la branche famille de la sécurité sociale, signe périodiquement avec l'État ce que l'on appelle une convention d'objectifs et de gestion. Par cette convention, l'État définit le budget de la branche famille de la sécurité sociale en lui fixant des priorités d'intervention. L'actuelle convention porte sur la période 2013-2017. Elle comporte des fiches actions que la Caisse nationale d'allocation familiale doit donc mettre en œuvre pendant cette période. Il y a ainsi la fiche numéro 9 qui s'intitule « Aider les familles confrontées à des événements ou des difficultés fragilisant la vie familiale ». Elle comporte une action qui vise à garantir une réponse adaptée aux besoins des familles vulnérables par une approche préventive et stipule que l'intervention en direction des familles vulnérables doit être renforcée par la révision des règles d'intervention et notamment par la prise en compte du handicap dans l'exercice de la fonction parentale. L'échéance fixée par l'État pour la mise en œuvre de cette action est 2014. Or, à ce jour, et malgré les efforts des fédérations du domicile,
Ce droit pour les parents d'enfants et d'adolescents handicapés n'a toujours pas été mis en œuvre par les services de la Caisse nationale d'allocation familiale. Car il s'agit bien d'un droit pour les familles d'enfants et adolescents handicapés qui permet de bénéficier de l'intervention à domicile et à partir du domicile de travailleurs sociaux diplômés avec une aide financière des caisses d'allocation familiale. La CNAF, la Caisse nationale, a reçu de l'État le budget nécessaire pour venir en aide aux parents d'enfants et adolescents handicapés. Pourtant, à cette heure, c'est un droit dont les parents sont privés. Enfin, pour ce qui relève de la question de l'information des parents, qui fait partie du sujet de cette table ronde, la même convention d'objectifs et de gestion entre l'État et la CNAF pour la période 2013-2017 prévoit dans le 2e programme de la 4e mission de systématiser l'offre de services de travail social par l'information, l'accès aux droits, le conseil, l'orientation, l'accompagnement des familles confrontées à des changements familiaux liés, par exemple, au handicap de l'enfant. Les CAF, aujourd'hui, ne peuvent pas informer les parents d'enfants et d'adolescents handicapés puisqu'il manque la fameuse circulaire de la Caisse nationale qui reconnaisse ces droits. Mon intervention ici aujourd'hui, et je vous remercie de m'avoir invité, vise donc à vous sensibiliser à la mise en œuvre effective de ce droit qui vous est pourtant acquis, là je m'adresse aux parents, et qui est financé. Et à l'heure actuelle, un droit qui est financé, il faut pouvoir en profiter, mais dont les familles précisément ne peuvent profiter, faute de la publication d'une simple circulaire. J'en appelle donc à Andéo et aux associations du secteur du handicap pour nous aider à faire pression sur le secrétariat d'État à la famille, sur le secrétariat d'État aux personnes handicapées, pour que la Caisse nationale des allocations familiales mette en œuvre sans plus tarder ce droit ouvert pour les parents d'enfants et d'adolescents handicapés que l'État finance depuis l'année dernière sans que les familles en voient pour l'instant la couleur. Je vous remercie. Nous vous remercions. Déjà, merci pour cette remise en perspective historique. Je sais que Jean Baruch, qui lui-même a voulu tout à l'heure nous rappeler le sens de l'histoire, j'espère que vous y aurez été sensible. Et puis donc, merci d'avoir sensibilisé tout le monde. J'ai vu au premier rang les responsables d'Andéo qui disaient qu'effectivement, ils allaient, je crois, vous accompagner dans la pression sur les différents secrétaires d'État. Patricia Gubiani, vous cumulez, puisque vous êtes directrice de la MDPH du 68, et je ne sais jamais si c'est le Haut ou le Bas-Rhin, mais c'est sans doute l'un des deux. C'est le Haut-Rhin, c'est le Haut-Rhin. Et voilà. Et vous cumulez, parce qu'en plus vous êtes administratrice de l'association des directeurs des MDPH. Et quand on échangeait comme ça à midi, vous disiez bon, j'espère quand même que la salle sera compréhensive. C'est vrai que quand vous vous déplacez, que vous allez assister à des colloques sur le handicap, quand on parle des MDPH, ça évoque souvent les pages de Nietzsche où il parle du monstre froid parmi les monstres froids. Alors lui, c'est l'État, mais les MDPH sont souvent l'objet de récriminations tellement énormes qu'à mon avis, il y a une part d'exagération. C'est pas possible à ce niveau-là. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir invité des directeurs de MDPH à la fois dans la constitution de l'étude et aujourd'hui dans la mise en débat de ses conclusions. Moi, j'ai trouvé que cette étude était vraiment une étude bien documentée, avec des propos mesurés et que justement, on ne tirait pas sur l'ambulance. Certes, on fait souvent référence au MDPH et on dit des choses justes. Je veux dire, il faut aussi être réaliste. Mais c'est des choses qui sont toujours très mesurées et je vous en sais gré. Alors, peut-être pour rester dans le propos, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur les MDPH et je pense qu'en 5 minutes, c'est franchement pas possible. Donc, je vais essayer de rester dans le sujet en développant 2 idées forces. Et déjà commencer par dire, et je vous rejoins madame, l'information, c'est une des missions des MDPH. L'accueil, l'information, l'évaluation, la notification des droits et l'accompagnement de ces droits. Ça me paraît important de redire ces missions parce que c'est vrai qu'on est vraiment tout à fait au cœur de l'action. Pour moi, d'abord de vous dire que l'information ne peut pas être dissociée d'une logique d'accompagnement et de proximité. On ne peut pas... Bon, non, je dirai tout à l'heure. Je pense qu'on est on a fait beaucoup de choses et aujourd'hui, on est mieux informé qu'hier. On l'a dit ce matin, même si les choses sont complexes, on a Internet, chacun développe son site, on met en place des plaquettes, la CNSA nous aide, on est quand même mieux informé. Néanmoins, dans toute cette information, les gens se sentent seuls
et ils ont le sentiment de ne pas comprendre, ou peut-être même de se dire, avec tout ce qui existe, comment se fait-il que moi j'en sois encore là à pas comprendre et à pas savoir ce à quoi j'ai droit. C'est pour ça qu'il me semble qu'une information, pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit accompagnée, il faut qu'elle soit disséquée, il faut qu'elle soit expliquée, et tout ça, ça fait partie de l'accompagnement. Je voudrais illustrer mon propos, parce qu'avant de venir hier, j'ai eu entre les mains un document qui est un comparatif AEH-PCH. Et je me suis dit, je vais leur raconter un petit peu ce que c'est que cette affaire-là, et comment un directeur de MDPH qui a mis beaucoup de temps à rendre ce document lisible, quand il le voit, il est tout à fait navré et peiné, et se dire que de toute manière, avec ça, les gens ils vont pas s'y retrouver, et que malgré tout le temps qu'on y a passé et toute l'énergie qu'on y a mis, il y aura forcément des choses qui vont être mal acceptées. Pourquoi ? Avant d'en arriver à ce comparatif, il y a un travailleur social, assistante sociale, infirmière, qu'importe, qui est allé au domicile des personnes et qui a fait un travail, je crois, souvent remarquable. C'est des professionnels compétents, compréhensifs, qui prennent bien en compte les réalités des situations et de tout ce que vous avez décrit ce matin et qu'on a vu dans les films. Ensuite, il rentre avec ça dans sa MDPH, et puis il va, avec son équipe pluridisciplinaire, il va discuter de ce plan d'aide. Et dans son expertise, puisqu'il est là dans un travail d'expert, il doit faire rentrer cette réalité dans le dispositif AEH ou PCH, puisqu'on est là à savoir quel est le droit qui sera le plus indiqué pour la famille. Et là, en fait, les professionnels, ils jouent leur marge et ils essayent de faire passer cette réalité au mieux. Néanmoins, les outils sont ce qu'ils sont, et votre étude le dit très justement, les outils ne permettent pas, à l'heure actuelle, de faire rentrer ces réalités. Et ça va être difficile, dans les contextes actuels aussi, de les faire évoluer, ces outils. Néanmoins, quand on est dans un contexte d'expertise, on essaye déjà de faire au mieux pour que ça rentre dans les dispositifs. Vous savez que pour évaluer un dispositif, pour rentrer dans la PCH, c'est assez complexe, et ensuite on évalue, nous, le surcoût qui est lié au handicap. Donc il faut faire un comparatif entre ce qu'un enfant peut faire quand c'est un enfant qui n'est pas handicapé et un enfant handicapé. Donc vous imaginez déjà là les débats. Vous imaginez la difficulté qu'il y a à faire, à monter ces plans. Quelle est la frustration aussi de tous les acteurs quand à la sortie on a un plan dont on sait qu'il va pas forcément, où il y a une contorsion et une distorsion qui est quand même assez grande avec la réalité des personnes. C'est aussi ça la réalité des MDPH, c'est-à-dire qu'on est ancré dans des réalités de terrain, on utilise des outils dont on fait ce qu'on peut, et je pense qu'on joue les marges. Néanmoins, le produit final, on sait aussi que c'est pas celui qui va certainement favoriser au mieux le dialogue avec les personnes, parce qu'il est forcément insatisfaisant pour les personnes et qui peut même être violent dans la restitution. Certaines équipes NDPH, et c'est dommage et elles ne le font pas de plaisir, s'arrêtent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on s'arrête au niveau de l'expertise. Moi, je pense que c'est pas possible de s'arrêter là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait l'expertise, où on a notifié, le travail commence. C'est-à-dire qu'après, il y a toute la mise en musique des notifications et des préconisations. Et c'est dans cet accompagnement-là qu'on peut travailler la confiance, et qu'on est aussi dans ce travail d'assembleur que disait tout à l'heure monsieur, et moi je suis vraiment une très grande adepte de monsieur Pifteau, qui, je pense, dans ses propositions, va nous permettre d'avancer sur ces questions. Je pense qu'il faut vraiment accompagner les gens et faire ce travail d'assemblage, et c'est là le rôle de la MDPH. Et c'est dans ce travail-là qu'il faut qu'on avance, et où je pense qu'on va travailler ensemble à favoriser la mise en lien des différents acteurs. Je tiens à dire que dans le Haut-Rhin, le domicile est représenté à la CDAPH. On a des acteurs du domicile qui sont représentés à la CDAPH, parce que je pense qu'il faut travailler ensemble à la mise en place des plans, et que c'est de cette expertise commune qu'on arrivera à produire des choses ensemble. Je crois en 2012, il y avait 10 000, vous le dites dans l'étude, 10 000 enfants qui bénéficiaient d'une PCH en France. Dans le département dans lequel je viens, il y a 155 enfants qui bénéficient d'une PCH, c'est pas énorme. Sur ces 155 enfants, il y en a 26 qui font la famille, qui fait un appel régulier aux prestataires de services. C'est peu. C'est peu, et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un problème d'information. Je pense que c'est vraiment une question de posture des acteurs, et une question aussi peut-être de maturité du champ, parce que je pense aussi qu'il y a toutes ces questions de formation, ces questions de confiance. Il faut vraiment travailler sur toutes ces questions, parce que chez nous, la PCH, certes, elle est mal découpée, mais en fait, comme on a des associations qui sont tarifées, qui sont sur le champ, c'est quand même bien pris en charge. Néanmoins,
le recours aux prestataires est quand même pas massif. Donc je pense qu'il faut continuer de travailler ensemble. Et moi, j'ai vraiment confiance parce que je trouve que le terrain, le champ est mûr. Je veux dire, les professionnels de tous ordres sont quand même de plus en plus ouverts à ces questions, que ce soit les établissements, que ce soit voilà. Donc moi, je suis assez confiante quand même sur la suite. Voilà ce que je voulais dire pour mon premier point. Deuxième point, je fais très court. Il n'est pas en rapport direct avec la problématique. Néanmoins, je voudrais qu'on dise quelque chose des systèmes d'information et du système d'information des MDPH. Dans les MDPH, on a un dossier qui accompagne la vie des gens tout au long de leur parcours. À l'intérieur de ce dossier, on a de l'information qui, si elle est de bonne qualité, bien rangée, et si elle est transmissible, permettra de faciliter la vie des gens. On a beaucoup entendu, et dans l'étude, et ce matin, c'est trop long, c'est compliqué, on répète toujours la même chose. C'est vrai, c'est malheureusement vrai. Je pense qu'on est dans un système intermédiaire. Il faut savoir qu'il y a des travaux, et la CNSA et l'Association des directeurs de MDPH sont associés à ces travaux pour faciliter à la fois l'entrée, c'est-à-dire le formulaire de demande à la MDPH, les processus. On est aussi en train de travailler à ce que le NIR, qui est un identifiant, les MDPH puissent y avoir accès pour qu'on puisse transmettre l'information plus facilement au CAF. On travaille aussi à avoir accès au dossier médical partagé. Tout ça, quand on y arrivera, c'est des dossiers qui ne sont pas forcément visibles, mais il faut savoir qu'on y travaille et qu'on y travaille d'arrache-pied pour que demain, le parcours des gens soit simplifié. Si demain, on arrive à échanger de l'information de façon fluide entre les établissements, entre les administrations, tout ça, ça ne pèsera pas sur le dos des parents. Et je pense que c'est ça aussi notre responsabilité d'institution à la croisée comme ça des services, à cette institution qui doit être un peu assembleuse et qui capitalise de l'information. Il faut qu'on soit en capacité d'être dans la transversalité de l'information. Il faut qu'on puisse transmettre. Il faut que vous n'ayez pas à répéter tout le temps les mêmes choses. Sachez qu'on en est tout à fait conscient, mais que les freins réglementaires sont importants. Enfin, c'est des chantiers qui sont des chantiers lourds et qu'on n'arrivera pas à faire du jour au lendemain, mais on y travaille d'arrache-pied. Deuxième point. Donc, troisième point, et c'est des propos conclusifs, je voulais vraiment dire que je pense vraiment que les MDPH sont conscients que leur mission principale, c'est d'accompagner des trajectoires. On peut accompagner des trajectoires et faire du cousu humain, c'est aussi ce que j'ai entendu ce matin, que si on arrive à être dégagé de la masse, on est asphyxié à l'heure actuelle par la masse des demandes qui arrivent chez nous et qui participent aussi des délais qui parfois, malheureusement, sont alors très longs, pas toujours. C'est vrai qu'on a... je pense qu'on s'améliore aussi sur les délais et qu'on est en train de porter des choses, alors peut-être pas partout, mais on s'améliore sur les délais. Et je pense que si on nous dessert aussi le périmètre, c'est-à-dire que si on a... dans le rapport Pifto, il y a des mesures de simplification qui sont reprises et je pense que c'est important qu'on arrive à nous dégager du temps pour qu'on puisse se consacrer à ce cœur de métier et qu'on puisse faire du cousu humain. Parce qu'on est accrochés nous aussi aux réalités de terrain et qu'on essaye, et qu'on a la chance aussi d'être dans des instances où on peut discuter l'institutionnel, donc on peut faire levier et on peut essayer de lever les freins. Mais il faut aussi qu'on puisse respirer et qu'on puisse travailler sereinement. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait aussi des respirations et qu'on puisse se reconcentrer sur nos missions premières. Voilà. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on arrive à faire applaudir les MDPH. Voilà, et puis rappelez-vous à l'avenir, quand vous lisez des trucs un petit peu sur les MDPH, que ce qui est excessif est insignifiant, et puis comme ça ira mieux. Et en tout cas, merci de prendre votre part de critique. On va avoir une intervention en duo. Enfin, comme vous voulez, mais vous connaissez un petit peu. Donc, avec le président de Kangourou Kids, Olivier Dubreuil, et le responsable du label, puisqu'on en a beaucoup parlé ce matin, Cap Andéo, chez Andéo, donc Julien Pénaud. Et je tiens à préciser, parce que la batterie de l'iPad est en train de me lâcher, malheureusement, mais le premier selfie avec de l'argent à la clé, c'est Kangourou Kids 31, donc j'imagine que c'est Toulouse. Voilà, donc... un gros big up à Toulouse et à Kangourou Kids. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et vos liens avec votre voisin ? Parfait. Kangourou Kids, c'est un réseau spécialisé dans la garde d'enfants. Nous avons approché Julien Pénaud et Andéo pour pouvoir nous spécialiser sur les enfants en situation de handicap, sachant qu'on avait beaucoup de familles qui ne savaient pas où s'adresser
Et on avait quelques demandes, alors quelques rares demandes malheureusement, parce que les familles se disent toujours il n'y a pas de service adapté à notre besoin et à notre demande. Et j'ai entendu ce matin Madame le ministre qui disait 80% des familles considèrent qu'il n'y a pas d'intervenants suffisamment qualifiés. Je pense que c'est un préjugé qu'il faut arriver à faire tomber. Toutes les entreprises sont prêtes à axer leur initiative sur la formation. J'ai vu ce matin une personne qui disait très justement on ne peut pas mettre un seul salarié dans une famille. C'est inconfortable pour le salarié. Alors c'est vrai que les familles qui ont un enfant en situation de handicap parfois se disent il faut une seule personne pour mon enfant. Je pense que les enfants s'adaptent très vite. Alors nous on a beaucoup plus d'enfants qui ne sont pas en situation de handicap, mais les parents sont tout aussi inquiets, c'est ce que vous disiez madame tout à l'heure. On a peur que ça soit trop intrusif, les parents ont cette peur. Et aujourd'hui je pense que cette peur il faut arriver à la vaincre, la passer. 2 intervenants, voire 3, c'est pas grave. La dame elle parlait jusqu'à 5. Effectivement, si c'est de la garde quasiment à temps plein pour un enfant, ça peut monter jusqu'à 5 intervenants dans la semaine, c'est logique. Ce sont des situations lourdes à gérer. Alors, quant à notre relation avec le label et Capandéo, on voulait, nous, avoir une action professionnalisée, pouvoir garantir aux parents une prestation de qualité adaptée. Le label nous a paru offrir ces exigences. Alors, il est adapté aux adultes et on a décidé avec Julien Pénaud d'essayer de, alors comme il dit, tordre le cou à ce référentiel pour l'adapter aux enfants et prendre en compte les particularités. Julien, qu'est-ce qu'il y avait à tordre pour pouvoir adapter le label aux enfants ? Eh ben, je le sais pas bien encore, parce que c'est vrai que le label a été conçu plutôt finalement en direction des adultes en situation de handicap, avec un certain nombre d'exigences fortes, des engagements de service forts. Je vous donne juste quelques exemples. Il y a 20 caractéristiques dans le référentiel avec des engagements de service concrets, pratico-pratiques. Aujourd'hui, un service labellisé Capandéo propose des prestations qui peuvent démarrer à partir de 6h le matin jusqu'à 23h le soir. Voilà une exigence forte, concrète, c'est une caractéristique dans les 20. Un service labellisé Capandéo s'organise et est en capacité de remplacer un intervenant défaillant, malade, empêché, dans l'heure qui suit, l'heure initialement prévue. Ce sont aussi des services qui ont formé sur les différents types de handicap l'ensemble de leurs salariés, responsables, intervenants, et donc avec des intervenants qui connaissent bien les situations de handicap accompagnées, et qui mettent en place aussi, juste pour le clin d'œil, des GLUPS, puisque ça a été évoqué ce matin, mais concrètement les GLUPS, c'est quand même faire participer les personnes en situation de handicap à l'amélioration de la qualité du service rendu. Et voilà, vous pouvez regarder évidemment sur le site internet d'Andéo l'ensemble des exigences du référentiel, mais voilà comment on a accompagné finalement les services à travers une méthodologie qualité durant 3 ans, puisque le label nous le déployons depuis 3 ans. Avec aujourd'hui environ 200 services labellisés sur une 60aine de départements qui accompagnent principalement des adultes en situation de handicap. À la marge, j'allais presque dire, même si ce matin on vous a bien rappelé que finalement aujourd'hui dans nos services labellisés, 1 service sur 2 accompagne déjà des enfants en situation de handicap, mais sans véritablement une réflexion ou une offre complètement structurée, adaptée, pensée en direction des enfants en situation de handicap. Et c'est vrai que lorsque Kangourou Kids vient nous voir, c'était il y a un peu plus d'1 an maintenant, et nous dit mais nous on a envie d'être labellisé Capandéo pour les raisons que vient d'indiquer Olivier. Instinctivement, on s'est dit mais ça va pas être possible, on n'est pas capable de vous labelliser, et en plus vous rentrez pas dans le domaine d'application. Et puis on s'était un peu trompé, puisque finalement on s'est dit mais après tout c'est intéressant, la démarche est intéressante parce qu'elle est précautionneuse. Finalement aujourd'hui on n'accompagne pas ces enfants-là parce que il faut quand même qu'on forme nos professionnels, probablement qu'on a repéré aussi un certain nombre d'exigences spécifiques, et que probablement d'ailleurs dans le référentiel actuel des engagements sont non applicables. Et c'est bien là où on dit il va falloir tordre le cou à ce référentiel, parce que peut-être que dans les quelques exemples que je vous prenais tout à l'heure, peut-être qu'il n'y a pas de pertinence à déployer ce type d'engagement de service-là concernant les enfants. Et on le mesure bien, ce matin ça a été redit lorsqu'on parle d'évaluation des besoins à domicile, et que lorsque l'on parle de projet d'intervention et qu'on associe la personne handicapée, le client, mais qui est aussi bénéficiaire du service dans la prestation qu'on va dérouler, pour un enfant, on va discuter avec les parents
qui sont effectivement les clients, mais dont le bénéficiaire du service est l'enfant. Et peut-être que déjà, dans ce rapport-là, des choses vont changer. Je parlais de remplacement dans l'heure qui suit. Si on va, et c'est vous qui me le disiez, on va chercher un enfant à la sortie de l'école, on ne remplace pas dans l'heure qui suit, quoi. On va chercher l'enfant à la sortie de l'école, à l'heure attendue. Et donc, on voit bien là aussi toutes les organisations peut-être à penser. Et donc, on a fait ce pari-là avec Kangourou Kids en leur disant, écoutez, aujourd'hui, c'est le référentiel quand même qui existe. Donc, vous allez devoir quand même vous plier à ces règles du jeu-là. Et donc, ils ont fait des demandes d'extension d'agrément parce qu'en plus, réglementairement, ils accompagnaient plutôt donc les enfants, moins de 3 ans et enfants de plus de 3 ans, mais pas avec un agrément pour accompagner les personnes handicapées. Ils ont fait ces demandes d'extension-là pour un certain nombre d'agences. Et on a accompagné 6 services dans cette démarche-là pour leur dire, vous allez répondre à ce cahier des charges. Peut-être qu'il va être inconfortable pour vous. Vous allez subir un audit, comme les autres. Et puis, si vous obtenez le label, on va regarder après ensemble, finalement, ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, ce qui est inconfortable pour vous, ce qui l'est pas, et que peut-être qu'il faudra qu'on se mette autour de la table, à plusieurs, pas seulement avec Kangourou Kids, mais avec d'autres, pour capitaliser sur votre expérience, repartir aussi du bilan et des conclusions de l'étude dont on parle depuis ce matin, pour voir si finalement ça vaut le coup et s'il y a une pertinence à aller plus loin dans cette démarche-là, pour proposer une extension, un add-on, un plugin, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, concernant cette activité pour des services qui veulent aller plus loin et pour garantir une qualité de prestation pour les parents, là en l'occurrence, qui, ils l'expriment bien et on le voit bien dans l'étude, demandent des prestations précises, des engagements formalisés, et donc c'est peut-être vers là aussi où il faudra aller travailler. Olivier, alors évidemment vous manquez encore un petit peu de recul, hein, c'est très frais cette certification, cette labellisation, mais est-ce que ça a un effet magique puisque c'est le titre de la table ronde, de réassurance, est-ce que ça a donné une confiance toute nouvelle pour les parents avec qui vous travaillez ? Alors les parents, les quelques agences qui avaient des parents avec un enfant en situation de handicap, oui, ça leur a donné de la confiance. Par contre aujourd'hui, comment faire connaître, comment informer les parents ? On n'a pas franchi ce cap, effectivement, là on manque de recul. J'ai entendu tout à l'heure une suggestion du pôle ressources 13 que j'aimerais pouvoir appuyer. Si ça pouvait se mettre en place dans d'autres endroits, ce serait parfait. Malheureusement, moi je suis sur Nice, on n'a pas de pôle ressources locales sur Nice. C'est un petit peu plus compliqué. Mais faire participer les CESAD et regrouper les acteurs du service à domicile avec les IME, les CESAD et autres acteurs du handicap, ce serait à mon avis un grand pas en avant. Les familles pourraient participer, pourraient être informées et du coup avoir recours en confiance aux prestataires qui peuvent fournir des services. Donc pas uniquement Kangourou Kids, mais tous les prestataires qui sont labellisés. Merci beaucoup. On va clôturer ce tour de table encore avec 2 intervenants. Vincent Michel, je vais vous donner un micro, parce qu'on va essayer quand même de libérer un peu de temps pour la salle, évidemment. Il y en aura moins que ce matin, c'était promis. Vous êtes le président de la Fédération des aveugles de France. Il paraît. Je vous le confirme. Merci. Et je vais vous demander, depuis cette fonction, puisqu'effectivement le but c'est d'avoir le panorama le plus large possible, qu'est-ce que votre fédération a à dire sur cette question de la confiance des parents lors de la diffusion de l'information ? Alors d'abord, je vous livrerai une petite citation, puisque paraît-il les Français n'ont pas confiance. Il y a une belle phrase que j'aime beaucoup, elle est de Georges Bernanos qui dit « Toute espérance est un risque ». Eh bien oui, de temps en temps, il faut se risquer en espérant effectivement que les choses vont se dérouler comme on le souhaite et que la vie va prendre le dessus sur les difficultés. Alors moi, je vais étayer mon propos très rapide, vous savez que les méridionaux sont bavards, au travers de 3 exemples. Je vais vous parler d'Alexia, je vais vous parler de Yanis et je vais vous parler de Carole. Ce sont 3 petits méridionaux. Alexia, elle naît dans une maternité de cette bonne ville de Montpellier qui s'enorgueillit d'avoir la faculté de médecine en exercice la plus ancienne du monde. Elle naît à Montpellier, elle naît aveugle. Et la maternité apprend aux parents que leur enfant est aveugle. Et puis, circulez, il n'y a rien à voir, vous sortez, l'enfant va bien, rentrez chez vous.
Et la maman et les papas d'Alexia rentrent à Frontignan, petite ville près de Montpellier, où on fait un excellent muscat. Et sont là avec leur tourment, leur chagrin, et surtout leur perte de repère. Que faire ? Quand une voisine leur dit « Mais vous savez pas, à Montpellier, il y a une association qui appartient à la Fédération des aveugles de France qui gère un SAFEP, service d'accueil familial et d'éducation précoce, et un SAIS, service d'aide à l'acquisition de l'autonomie et de l'intégration scolaire, vous devriez aller les voir. » Et le papa et la maman viennent, rencontrent nos équipes, et on les prend en charge, on met en place tout ce qu'il faut mettre en place pour que ses parents soient aidés, soient conseillés, soient soutenus, qu'Alexia puisse entrer très très vite dans les mécanismes de l'éducation précoce, apprendre un certain nombre de gestes avec sa déficience visuelle, sa cécité totale. Et aujourd'hui, Alexia est une très brillante élève et son papa et sa maman, je pense, ne pensent pas tous les matins qu'ils ont une fille aveugle, mais sont heureux de voir que cet enfant qui est devenu une belle adolescente vit sa vie en plénitude et je le dirais, le sourire aux lèvres. Je vais vous parler de Yanis. Yanis est encore plus proche de moi parce que dans ma petite ville de Juvignac, bien connue à cause de ses intempéries fameuses, je rencontre l'autre jour, allant prendre tout seul mon tramway, une vieille grand-mère. Chez nous, dans le Midi, on les appelle des mamés, qui me voit et qui me dit « Monsieur, je vous vois circuler tout seul. Est-ce que je pourrais vous parler de mon petit-fils ?» Je dis « Oui, il est en train de perdre la vue et on ne sait pas que faire parce qu'il est soigné, mais il n'y a pas de conseil à l'école maintenant, il ne fait plus rien. On le gronde parce qu'il ne peut plus lire, il écrit mal et il est dissipé. » Alors je lui donne ma carte et je lui dis « Appelez-moi ». Et quelques jours après, cette grand-mère m'appelle et me dit « Est-ce que vous pourriez recevoir ma fille et mon petit-fils ?» Je reçois d'abord la fille qui m'explique effectivement que le petit Yanis perd la vue et la perd très rapidement à cause d'une pathologie de Leber qui est extrêmement agressive et qui fait que cet enfant, il est à l'école de Juvignac, mais effectivement il ne fait plus rien parce que l'école ne sait pas comment s'y prendre. Et alors évidemment, je dis à la famille, mais attendez. Donc on déroule le processus, on renvoie vers l'association de Montpellier, et puis surtout je dis, mais il y a une MDPH dans l'Hérault, et les MDPH généralement fonctionnent bien et sont très attentives aux personnes et aux difficultés particulières. Je peux en témoigner. Même si celle de l'Hérault est très encombrée par beaucoup de dossiers. Mais il y a des femmes et des hommes derrière ces dossiers. Et effectivement, on signale le cas de Yanis et on met en place une prise en charge très très vite. Et ça va très vite. Et Yanis intègre le service d'aide d'acquisition à l'autonomie et d'intégration scolaire. Et puis la maman, elle me dit « Il voudrait vous connaître, Yanis ». Alors Yanis vient chez moi. Et alors, je prends un livre en braille et je lui lis une belle histoire de pomme d'api. Je lui montre l'ordinateur avec JAWS et tout ce qui s'ensuit. Et on dédramatise. Et puis, il s'en va. Il a aucun souci pour me donner le bras, pour se laisser guider. Et seulement en sortant, il me dit « Alors, je pourrais tout faire ?» Je lui dis « Oui, tu sais, tu feras faire beaucoup de choses. » Il me dit « Mais je ne pourrais pas conduire de voiture. » Eh bien, écoute, je lui dis, écoute, on attendra peut-être un peu, peut-être que demain les progrès feront que. Et depuis, ce petit va bien, il est à nouveau à l'école de Juvignac, mais maintenant, il y a une équipe qui le suit, qui l'accompagne. Et je pense que samedi, il va venir me faire une petite visite pour qu'on parle un peu et peut-être que je lui raconte une autre histoire. Dernier petit cas, celui de Carole. Carole, elle a 14 ans. C'est une belle jeune fille. Et elle est suivie toujours par le S3AIS de Montpellier. Et je rentre dans la réunion, dans le bureau de la chef de service qui reçoit sa maman. Et comme je connais la maman de Carole, on commence à parler un petit peu. Et la maman me dit, vous savez, j'ai des difficultés avec ce service parce que
Carole, elle ne veut pas utiliser sa canne blanche à l'intérieur du collège parce que, vous comprenez, elle connaît bien son collège. Maintenant, cette canne blanche, ça l'embête un peu tout le temps de la sortir. Elle préfère donner. Et la chef de service me dit, mais oui, vous comprenez, Vincent, les instructrices en locomotion exigent que, respectant les critères de sécurité, Carole utilise, mais je dis à Sophie, mais enfin, Sophie, à 14 ans, une jeune fille, le bras d'un garçon, c'est quand même plus sympathique qu'une canne blanche. Voilà, alors, et on parle de ça et on dédramatise la situation. Tout ça pour dire que ce qui est important, c'est d'une part la formation et l'information des acteurs. Il est scandaleux qu'aujourd'hui, dans une maternité d'une ville comme Montpellier, mais dans une ville de France, on ne donne pas à des parents qui accueillent un enfant handicapé la bonne adresse, la bonne association, le bon intervenant. Il est scandaleux qu'on ne puisse pas effectivement avoir des acteurs formés qui, au contact des MDPH, puissent, si vous voulez, accompagner les familles, dédramatiser les choses. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister, c'est que il faut aussi que les parents puissent rencontrer, au travers de nos associations représentatives, des femmes et des hommes qui ont vécu le handicap et qui le vivent tous les jours et qui puissent démontrer que ce handicap, avec de la formation, avec les adaptations, avec les aides techniques, avec tout ce que cette formidable époque qui est la nôtre aujourd'hui nous donne à partager, on peut le vivre pleinement, on peut le vivre heureux, et j'insiste sur ce point. C'est pas parce qu'on porte un handicap qu'on doit être renfrogné et malheureux, et qu'on peut mener, je le dis, une belle vie. Et là, il y a un vrai travail à faire tout autour de l'information, de la formation des acteurs, parce que c'est important que les personnels ou les gens qui prennent en charge des personnes handicapées soient parfaitement formés au handicap et à tous les handicaps. On ne prend pas en charge quelqu'un qui ne voit pas comme quelqu'un qui n'entend pas ou comme quelqu'un qui a des difficultés motrices ou cérébrales. Et également, effectivement, la question de la dédramatisation. Voilà. C'est les points sur lesquels je voudrais insister. Nous essayons chez nous d'y travailler au mieux possible, et c'est aussi pour ça que nous sommes venus partager avec tous les acteurs qui se regroupent autour d'Andéo. Nous essayons d'y travailler avec nos professionnels qui ont un rôle déterminant, parce qu'ils sont formés, parce qu'ils ont des techniques, et que les techniques, ils les communiquent, et avec tous nos bénévoles qui vivent la situation et qui, quelque part, appellent, le mot est souvent employé, on dit que nous sommes les experts de notre propre situation. C'est peut-être un mot un peu fort, mais c'est un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Et nous avons un rôle essentiel pour dédramatiser la situation auprès des familles, auprès des parents, et parfois même auprès des enfants eux-mêmes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Vous avez la chance d'avoir cet accent chantant qui déjà à lui seul dédramatise un peu la situation, n'est-ce pas? Et non mais l'accent de Fernandel et de Rému. Et c'est vrai, ce midi, en échangeant avec un certain nombre de participants au colloque, il a été fait mention de ce moment tout particulier où on aurait besoin de dédramatiser. C'est évidemment le moment de l'annonce. Je repensais à ce que vous aviez dit à propos d'Alexia, et je me mets, enfin moi qui suis nullipare, je me mets à la place de ses parents et qui on explique que ça va pas se passer exactement comme prévu avec leur enfant. C'est un petit peu compliqué quand on vous renvoie comme ça chez vous. On va clôturer ce tour de table avec vous, Gilles Dumont. Vous êtes chef de mission SAP à la DGE, donc il va déjà falloir nous expliciter ces sigles. Et je vous voyais souvent opiner du chef quand les différents intervenants parlaient de la persistance de certains clichés qui entourent le handicap et de tout ce que ça peut avoir de néfaste. Alors moi j'ai mal lu mon Bernanos, je m'en excuse, et j'ai très peu lu les curés. En revanche j'ai lu Albert Einstein qui disait qu'il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé, donc si la bataille est culturelle, on est mal parti, non ? Bonjour à tout le monde. Alors c'est difficile de passer après pour ce type de prestation. J'ai essayé de ne pas faire trop technocrate. Alors je suis pas spécialiste d'Albert Einstein, mais sans être spécialiste, un peu plus Bernanos, mais sans être spécialiste de physique de particules, je pense que c'est effectivement beaucoup plus difficile de combattre un préjugé que de casser un atome. Enfin bon, je renvoie aux spécialistes.
Effectivement, ma petite expérience en la matière, alors je vais peut-être commencer par développer c'est quoi la DGE, c'est quoi les SAP, parce que c'est vrai que c'est un peu une manie française des acronymes. La DGE, c'est la Direction Générale des Entreprises, c'est l'ancienne Direction Générale de la Compétitivité et l'Industrie des Services, c'est le ministère de l'Économie, pour faire clair. Et c'est quoi les SAP? C'est les services à la personne. Et les services à la personne, c'est un secteur que j'aime appeler aujourd'hui, qui participe de ce qu'on appelle l'économie de solution, c'est-à-dire un secteur qui est un secteur d'avenir, en plein développement, et qui apporte des solutions, des services aux familles, aux personnes, d'où son nom, et notamment qui participe à apporter des solutions aux situations de handicap. Donc c'est effectivement à ce titre, je pense, que vous avez pensé à nous. Et c'est vrai qu'on travaille avec Andéo, je développerai tout à l'heure. Alors, j'avais pas fait je comptais pas citer Bernanos ou Einstein, mais je comptais très immodestement me citer. J'ai noté en préparant cette intervention, les personnes en situation de handicap, c'est des personnes comme tout le monde, qui ont des besoins spécifiques pour vivre comme tout le monde. Et c'est vrai que le sujet, il est là. Le sujet, c'est comment on fait pour que l'ensemble de ces personnes puissent vivre comme tout le monde, et on voit bien que c'est compliqué. Alors c'est vrai que avant de s'occuper de la mission de service à la personne, je me suis occupé dans des vies administratives antérieures, souvent de sujets qui avaient trait de près ou de loin à la situation de handicap, et qui remontent, si mes souvenirs sont bons, à la loi de 87, qui est la première grande loi qui a permis de donner une place et une visibilité à ces situations. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de pédagogie, et qu'il faut combattre des préjugés en permanence, et des préjugés partout. Des préjugés aussi chez les personnes en situation de handicap, c'est que les préjugés sont partout. Et il y a beaucoup de travail qui a été fait en la matière, mais il reste encore beaucoup de travail. Et moi, ce que je retiens de l'étude de Andéo, c'est que, excusez-moi, je vais mettre ma casquette ministère de l'économie, c'est que finalement, ça nous permet d'appréhender le marché. Et le marché, c'est quoi? Il y a une demande qui est mal satisfaite parce qu'on la connaît pas bien, et il y a une offre qui doit se mettre en place et qui essaie de s'adapter à cette demande mal connue. Alors, nous, que fait-on? Alors d'abord, on a poursuivi un partenariat qui avait été initié avec Andéo, avec à l'époque l'Agence nationale des services à la personne, qui a cessé ses activités, mais que nous avons repris, dont les missions ont été reprises par la mission que j'ai l'honneur de piloter. Et on a poursuivi ce partenariat avec Andéo, et dois-je l'avouer, avec des moyens en diminution, on a maintenu un partenariat important, en tout cas pour notre budget, avec Andéo. Alors sur deux sujets principaux, qui sont le développement du label Cap Andéo, c'est-à-dire faire connaître ce label, mieux le diffuser, mieux le déployer, parce que derrière, c'est un gage de qualité et c'est un gage de visibilité pour les structures qui offrent des services pour les personnes en situation de handicap. Et nous, ça nous paraissait important. Nous-mêmes avons lancé un label qui avait été à l'époque développé par l'agence, qui est la Charte nationale qualité, parce que dans l'ensemble du secteur de service à la personne, il y a un vrai sujet de qualité, et la qualité est très inégale. Et en dehors des structures certifiées, l'autorisation garantit un certain nombre de qualité, l'agrément aussi, mais on n'est jamais sûr de rien. Donc en développant des labels, le Cap Andéo, c'est effectivement tout à fait adapté pour les personnes en situation de handicap, mais aussi la charte qualité. On permet aux structures de se lancer dans une démarche qualité. Et ça, c'est à mon sens, un vrai gage de progrès, et de progrès de qualité de service, et aussi de visibilité pour ces structures qui peuvent après communiquer avec ce label. Donc je pense que c'est un moyen, quand on parle de donner confiance aux familles, c'est un moyen de donner confiance. Ensuite, donc c'est le premier grand axe de travail avec Andéo. Le deuxième grand axe, c'est qu'ils sont en train de développer un observatoire des aides humaines, et c'est vrai que ça nous a paru très pertinent, parce que sur le secteur de l'aide à domicile, le service à la personne, on a plusieurs observatoires. Le sujet, c'est plutôt l'excès que le trop peu, et le sujet après, c'est de mettre un peu en conformité toutes ces observations. Mais sur les personnes en situation de handicap, très peu de choses. Et résultat des courses, quand Andéo est venu me voir en disant « nous, on vous propose ça », je me suis dit « banco ». Pourquoi? Pas parce qu'en les aidant à développer cet observatoire, on travaille pour l'avenir, on travaille pour la meilleure connaissance de l'ensemble des besoins des personnes en situation de handicap, et on pourra en face, les structures, les industriels, les prestataires de services pourront proposer des services, des produits plus adaptés. Donc c'est vraiment ce sujet-là. C'est-à-dire que, là, excusez-moi d'avoir une casquette ministère de l'économie, mais c'est vraiment connaître le marché pour pouvoir après répondre le mieux possible aux besoins.
Et si on ne fait pas ce travail préalable, on aura toujours un gros problème d'adéquation entre l'offre et la demande. Donc voilà un peu l'analyse que nous avons fait pour travailler avec Andéo. Alors je terminerai par quelques chiffres parce que je ne veux pas trop encombrer le débat, puis quand même un peu quelques chiffres, sinon je ne serai pas ministère de l'économie quand même. Ce que nous avons constaté quand même, dans les choses positives, d'abord je remercie M. Fontaine que dans ses observations, il a signalé qu'il y avait de l'argent, mais pour le coup, ce n'était pas un sujet d'argent. Et je le remercie, c'est plus un sujet de mise en œuvre, et on sait que c'est toujours compliqué. Moi, ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 2010 et 2014, les organismes prestataires de services, notamment de services à la personne sur les situations de handicap, ont progressé. Ils ont même doublé. Alors, on partait de relativement bas, ça reste modeste, mais l'activité progresse fortement en la matière et c'est quand même un bon signe. Ensuite, si on regarde un peu l'organisation de ce secteur et pour les prestations de services pour les personnes en situation de handicap, on voit que les structures associatives ou relevant de l'ESS sont majoritaires, sont à plus de 50%, à 54% à peu près. Les entreprises à 33% et nous avons 13% pour les organismes publics. Je n'ai pas cité le particulier employeur, mais il ne faut pas l'oublier. Parce que le particulier employeur, si on prend l'ensemble du marché, c'est quand même un tiers. Donc il y a un vrai sujet d'organisation de ce marché, de développement et de faire progresser la qualité dans ce secteur. Nous travaillons au développement économique parce que derrière, c'est aussi un problème de structuration de filière. Et là, je fais un rapport avec le secteur que je pilote. Les services à la personne ont un problème d'image, un déficit d'image et un problème de structuration de filière. C'est le même sujet pour tout ce qui concerne le handicap. Le handicap souffre toujours d'un déficit d'image, malheureusement, et il y a un problème de structuration de l'ensemble de la filière. Donc moi, je raisonne un peu en développeur économique, mais c'est comme ça que nous, on essaie, avec nos partenaires, on essaie d'assister l'ensemble des prestataires de services et des industriels à progresser et à apporter les meilleurs services possibles pour les personnes en situation de handicap. Voilà. Merci beaucoup. Je tiens à signaler, parce que vous êtes arrivé cet après-midi, que ce matin, le président Bridel, en ouverture, avait remercié le partenariat avec la DGE. Et effectivement, les questions de déficit d'image dont souffre le secteur, je pense qu'on en parlera dans la dernière table ronde, puisque la qualité a un coût. Et évidemment, les deux sont intimement liés. On a le temps de prendre quand même une ou deux questions à la volée. Oui. Et puis... Donc, le temps que les micros arrivent, il y avait un commentaire ici. Donc, levez la main. Présentez-vous, on va prendre deux questions. Oui. Allez-y. Ce que je voudrais dire, c'est, en ayant entendu tout ça, c'est que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'esprit, il me semble, de la loi de 2005. La loi de 2005, c'est monter un projet de vie et tout mettre en œuvre pour faire ce projet, pour réaliser le projet de vie. Et ça n'est pas l'inverse. C'est-à-dire, le projet de vie, c'est pas simplement dire « je veux que mon fils ait 5 séances de kiné par semaine ». Le projet de vie, c'est mon fils a la passion des chevaux, il a envie de faire de l'équitation. Qu'est-ce qu'on met en œuvre pour qu'il puisse faire de l'équitation? Donc voilà, la nuance, elle est là. Donc quand j'entends la directrice de la MDPH dire notre rôle, c'est accompagner des trajectoires, faire du cousu humain, j'applaudis, là, je suis vraiment très très contente. C'est exactement ça la loi. Enfin, l'esprit de la loi 2005, c'est ça. C'est faire du cousu humain, c'est-à-dire des gens qui ont un projet et essayer de mettre en œuvre ce projet. Maintenant, si j'entends faire rentrer dans le dispositif, alors là, j'ai un coup de poignard dans le cœur parce que c'est ce qu'on veut pas, c'est tout ce qu'on veut pas, ça. Ça, c'est rentrer dans des cases, non, ça on veut pas. Qu'on nous propose des trucs, et, enfin, quelques solutions et puis vous dire choisissez entre ces solutions, ça on veut pas. C'est pas du tout ce qu'on veut. On veut pas choisir entre certaines solutions. On veut avoir un projet et trouver des solutions à ces projets. Donc, vraiment, il faut bien faire. Je crois qu'il faut pas perdre de vue ça. Il faut pas se laisser aller dans le flot. Et il faut résister, faire de la résistance, se dire voilà, on a un projet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le mettre en œuvre? Et je pense que concernant Andéo, enfin les services d'aide à domicile, il me semble que c'est juste, il faut prendre le problème par ce bout-là. En fait, ce qu'on veut, on ne veut pas qu'on nous propose des solutions toutes faites. On veut qu'on accompagne nos projets innovants. Et à partir du moment où on aura accompagné nos projets innovants, eh bien, ce que j'appelle
moi, je vois bien chez moi le petit monde du handicap. Hein. On a un réseau quand on est après dans ce monde-là. Bon. Et bien après, les choses, le bouche à oreille, vont très vite. Si on sait que quelqu'un peut nous proposer des solutions à ce que l'on veut, croyez-moi, les choses iront très très vite et des demandes, vous en aurez. Voilà. Ce qu'il y a, il faut être vigilant et ne pas inverser le problème. Merci beaucoup. Il est 15h14, on est censé finir à 15, donc ce que je vous propose, c'est de grouper les questions. Il y en a une ici et il y en a une devant monsieur. Est-ce qu'on peut apporter un micro à monsieur au deuxième rang? Ah, il y a déjà un micro pris derrière. Bon, bah, on va grouper 3 questions, allez, et puis ce sera tout. Allez-y. Bonjour. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est un témoignage. J'ai pas eu l'occasion. Parlez bien dans le micro. Oui. Donc, je m'appelle Fatma, je suis la maman d'un enfant de 10 ans qui est handicapé de naissance, maladie génétique, épileptique et coma maternel, donc à l'accouchement. En fait, moi, j'entends depuis ce matin tous les témoignages émouvants et par rapport à la confiance, puisqu'on est en plein dedans, il faut, et ça c'est une obligation, il n'y a même pas à se poser la question, que les intervenants, donc à domicile, soient formés. Moi, je ne peux pas laisser mon fils handicapé, épileptique, à quelqu'un qui n'a pas la formation et ne sait pas quoi faire. Ça, c'est clair et net. J'entends qu'il peut y avoir 4, 5, 6 intervenants dans la semaine. C'est pas possible. Un autiste n'a pas le temps de s'adapter à quelqu'un. Je suis désolée. J'entends ce que vous dites. Tous les handicaps ne sont pas les mêmes. Un autiste, il n'a pas le temps de se... Un autiste, je ne sais pas si vous savez ce que c'est pour ceux qui savent, oui, mais pour les autres, non. C'est pas possible que vous disiez qu'il faut 5 intervenants dans la semaine. Mais c'est... je prends l'exemple d'un autiste. Après, ça peut être un autre handicap. Hein. Mon fils n'est pas autiste, donc, mais je parle pour tout le monde. Et vous imaginez un autiste, concrètement, il a peur des gens, il ne peut pas s'adapter à tout le monde. Donc, alors, imaginez tous les jours une intervenante différente. Là, on parle des aidants, des intervenants pour les parents. Donc, ça veut dire qu'il faudrait des aidants pour ces intervenants. Enfin, on s'en sort plus. Après, au niveau psychologique, c'est à la société ou les prestataires qui les embauchent, c'est à eux de faire le nécessaire, psychologue, etc. Et voilà. Et donc, moi, je suis maman solo, ou monoparentale, comme vous voulez, d'un enfant. Ça fait 9 ans que je vis toute seule avec lui. J'ai pas de vie sociale, je suis pas quelqu'un qui est fermé, mais voilà, on se retrouve dans un processus où on se retrouve isolé le week-end chez soi parce qu'on est claqué. Parce qu'on est fatigué. Je vais y arriver, hein. Désolée. Et que autour, on se retrouve avec des réponses du style les procédures sont longues, il faut payer les intervenants, il faut avancer l'argent. Je vous prends un séjour d'une semaine juste pour l'envoyer. Donc déjà psychologiquement, c'est super dur d'envoyer son enfant en colonie. Alors quand on se dit on va se lancer, c'est 1 200 € la semaine. Je les sors d'où? Moi, je suis toute seule avec un salaire. Alors je vais employer un mot, ça va peut-être choquer certains ou d'autres, je ne sais pas. Son géniteur ne s'occupe pas de lui du tout, hein. Donc son géniteur, c'est son pseudo-père. Donc quand je dis s'en occupe pas. Donc on se retrouve isolé obligatoirement et malgré nous et involontairement. Donc effectivement, ceux qui sont à 2, tant mieux, et j'espère que ça sera toujours comme ça. Mais ceux qui sont seuls, il faut penser à eux aussi, parce qu'il y a des mamans et des papas aussi qui s'occupent de leurs enfants, et il n'y a personne. Et l'entourage a du mal à comprendre l'handicap. Bon, déjà nous, en tant que maman, se dire que notre enfant est handicapé, voilà. Et on a besoin, contrairement à ce qu'on disait ce matin, on a besoin d'être suivi, psychologie, etc. Enfin, tous les thérapeutes qui puissent exister, médecine douce, machin, etc. Non, il faut que les intervenants à domicile soient formés. C'est même pas, la question ne se pose même pas. Moi, je laisse pas mon fils, Adam, donc il s'appelle, à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire en cas de crise d'épilepsie. On fait quoi? Je sors. Je le laisse, je sors, je reviens, il est dans le coma, quoi? Non, c'est juste pas possible. Donc la formation, c'est le premier truc à faire. Ensuite, la MDPH s'occupe uniquement, j'ai rien contre madame,
La MDPH s'occupe uniquement de gérer. Je dépose mon dossier à la MDPH du 94. Je suis de Champigny, comme une maman de ce matin qui était de Champigny aussi. Je le dépose, j'attends que la commission passe, je reçois la notification, merci, au revoir, et ça passe par la CAF. Moi, j'ai aucun suivi. Moi, un suivi, c'est quelqu'un qui m'appelle ou qui, quand j'appelle ou quand je vais voir, et que je demande s'ils n'ont pas une assistante sociale, ne serait-ce que l'assistante sociale, ils n'en ont pas, mais c'est juste incompréhensible, ça, je comprends pas. On me dit non, on s'occupe que des dossiers, mais dans ces cas-là, je le fais toute seule, le dossier. Enfin, je me l'attribue toute seule, puisque c'est un renouvellement tous les 4 ans, je crois, ou 5 ans. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Enfin, s'occuper d'un dossier, voilà, il faut plus, il faut du concret. Et Madame la ministre, la secrétaire générale, elle aurait dû rester, parce que faire une demi-heure et partir, je m'en fiche. J'en ai rien à faire, quoi. Et je sais qu'elle aura pas le temps de regarder la vidéo, et ni quoi que ce soit, puisqu'elle n'a pas eu le temps de rester, donc elle regardera pas la vidéo du colloque. Et je vais m'arrêter là, parce que je dois partir récupérer mon fils. Merci. Ouais. Merci pour votre témoignage et surtout bon courage pour les semaines à venir. Je sais que vous venez de rencontrer Andéo, donc j'espère qu'une solution va se trouver, parce qu'on entend tous évidemment à quel point c'est compliqué, et je pense que personne ce matin, quand il disait qu'on pouvait avoir 5 intervenants dans la semaine, ne faisait évidemment mention de l'autisme. Une question ici, et on essaiera de grouper avec celle-là, parce qu'on commence vraiment à être pris par le temps, il est 15h20, donc merci de faire des questions un peu ramassées. Madame. Oui, bonjour. Nathalie Ten, je suis chef d'entreprise, gérante d'une entreprise de service à la personne, donc à Saint-Quentin dans l'Aisne, labellisée d'ailleurs Andéo. Moi, la problématique, effectivement, on peut répondre à tous les besoins, puisque notre personnel est spécifiquement formé à tous les handicaps. On a un encadrement aussi formé à cela. On a mis tout ce qu'il fallait en place, et la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les personnes ne peuvent pas venir nous voir. Pourtant, on met même en place des dossiers avec eux pour les aider. On sert d'assistante sociale quand il le faut, parce que le Conseil général et la MDPA, la directrice de la MDPH, ne nous ont pas accordé un tarif qui peut être pris en charge, ce qui fait que nos ayants droit n'ont droit qu'à une prise en charge de 17,58 € de l'heure. Donc, je voudrais savoir comment on fait quand on met tout en place et que personne ne peut venir nous chercher pour les aider. On va grouper avec monsieur devant, et comme ça on pourra répondre. Ah bon, madame, vous l'avez eu. Désolé monsieur, mais ok. J'aimerais juste rebondir sur le nombre d'intervenants et la formation des intervenants également. On parle de 3, de 1, de 5, de 10, enfin peu importe. Il faudrait quand même ne pas oublier... D'abord, je me présente, Cécile Marceau, association Appui à Grenoble. Nous nous chargeons des situations complexes de handicap, adultes et enfants. En effet, sur certaines situations, il peut y avoir 5 intervenants, voire il peut y en avoir 15, lorsque nous intervenons 24 heures sur 24, et notamment auprès de jeunes qui sont trachéotomisés. On est obligé d'avoir 10 ou 15 intervenants, parce qu'il y a le droit du travail, avec des amplitudes horaires à respecter, avec les nuits, avec les week-ends, avec les congés, avec les arrêts maladie. Donc oui, il est nécessaire de monter des mini-équipes autour de chaque situation, pour que les personnes puissent remplacer dans l'équipe, que les jeunes aient la même équipe, mais il est absolument impossible de mettre une seule personne, parce que c'est évidemment vous mettre en échec, vous les familles, puisque le matin, lorsqu'on vous appellera pour vous dire que votre intervenant est malade ou que votre intervenant est en congé dans 2 ou 3 semaines, il n'y aura personne pour remplacer. Et à ce moment-là, vous serez bien évidemment très insatisfait, puisque le service ne sera pas rendu, et pas rendu de manière qualitative. Donc ça, c'est important aussi, que vous, les familles, vous puissiez entendre les professionnels à ce niveau-là. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est sur la formation. La formation, elle est évidemment obligatoire et nécessaire. Et j'attends d'Andéo, et j'ai interpellé donc le référent du pôle ressources de notre département pour faire remonter au niveau national. La formation n'est pas suffisante. Il faut également faire bouger les référentiels. Aujourd'hui, nous sommes souvent dans des situations plus que borderline. Madame disait juste à l'instant, je ne peux pas laisser mon fils qui est épileptique
En effet, lorsqu'on nous laisse un enfant épileptique, on doit être en capacité de faire une injection de Valium, une injection anale de Valium, parce qu'il y a un danger de mort. Et si on ne le fait pas, l'enfant peut décéder. Donc oui, on le fait avec des décharges, avec des formations informelles que les infirmières ou les médecins nous donnent. On est borderline. Pour les aspirations endotrachéales, c'est la même chose. Et en même temps, c'est les seules solutions qu'on a trouvées pour prendre en charge vos enfants et vos jeunes, et puis les adultes dont on s'occupe, bien sûr. Donc faites remonter au niveau national que nos référentiels doivent bouger, et c'est seulement à ce titre-là que nous pourrons vraiment prendre en charge l'enfant, l'adolescent et l'adulte handicapé. Merci beaucoup. C'est un sujet très délicat, Monsieur Rothkegel. Je ne sais pas si vous arriverez à trouver une solution d'ici. Est-ce que vous deviez conclure dans 1h30? Je ne pense pas. Est-ce que on est vraiment rattrapé par le temps? Je suis terriblement confus, mais c'est le problème de cet après-midi. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot? Oui. Ok. Tout va bien. Vous n'êtes pas pénalisé de votre courtoisie. Il y a quelqu'un qui a le micro, donc. Puisque c'est demandé si gentiment, faites une question rapide. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je vais être très bref, et c'est vrai que je vais tomber en parallèle avec les interventions qu'on a eues là, mais je voudrais m'adresser à monsieur le représentant du ministère de l'économie, en me félicitant de voir que l'économie se penche quand même sur les personnes en situation de handicap et sur l'accompagnement. Vous avez parlé de marché. C'était très bien de parler de marché, mais j'espère que ce n'est pas les personnes en situation de handicap qui sont les marchandises. Et le second point, vous avez dit de l'argent, il y en a. Alors, je suis en même temps non seulement vice-président du Conseil général, mais je suis le président du Conseil national du FIP, le Fonds d'insertion des personnes handicapées. Alors je voudrais savoir, monsieur, où vous trouvez l'argent? Est-ce que c'est dans les poches des voisins que vous les avez? Par exemple, dans le prélèvement des 29 millions qui ont été faits au niveau du fonds du FIP et de la GFIP, c'est-à-dire 60 millions qui sont retirés des fonds destinés aux personnes en situation de handicap, pour, disons, venir alimenter l'insertion professionnelle de personnes dites valides. C'est peut-être la nouvelle définition gouvernementale de l'inclusion. Ce sont les personnes en situation de handicap qui viennent accompagner dans l'accès au métier des personnes valides. Je vous remercie de votre réponse. Alors, la réponse va sûrement vous frustrer, mais d'abord, c'est le ministère de l'économie, c'est pas le ministère des Finances et du budget, parce que c'est deux ministres différents. Et en plus, c'est une réponse politique, donc vous comprendrez bien que je ne serai pas habilité à vous répondre. La seule chose, quand je parlais de finances, c'était par rapport au sujet de financement dans le budget des sécurités sociales, et plus précisément de la Caisse nationale des affaires familiales. Donc c'est plutôt là le sujet. Donc le reste, je n'entrerai pas dans ce genre de débat. Ce que je veux dire quand j'ai parlé de marché, c'est pas un gros mot, c'est simplement en la matière permettre à l'ensemble d'une filière économique, et une filière économique, c'est pas un gros mot, parce que dans cette filière économique, on a des associations, en tout cas les entreprises relevant de l'ESS, je pense pas que ce soit un gros mot, et que ces entreprises, ces associations, l'ensemble de ces structures fournissent le meilleur service possible avec les meilleurs produits possibles aux personnes en situation de handicap. J'ai pas le sentiment, dans ces cas-là, d'être un adepte de l'ultralibéralisme et de faire des personnes en situation de handicap des marchandises. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup pour cette Merci infiniment à l'ensemble des intervenants venus parfois de très loin, avec encore une fois la surreprésentation de la région marseillaise. Il faudra qu'on élucide les raisons de ce tropisme